Le sommeil du volcan européen. Il existe au cœur de l'Europe une faille tectonique que tout le monde ignore, mais qui s'élargit chaque jour. Pendant que les yeux du monde sont rivés sur la dette américaine ou la crise immobilière chinoise, une autre bombe à retardement tique beaucoup plus près de nous. Cette bombe s'appelle la dette française, et son détonateur est la structure même de l'euro. La France a franchi un seuil psychologique et mathématique terrifiant. 3 000 milliards d'euros de dette publique. C'est 112% du PIB. C'est plus de 45 000 euros de dette par citoyen, bébé compris. Pendant 20 ans, cette dette a été indolore. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt étaient à zéro, maintenus artificiellement par une banque centrale européenne, BCE, qui imprimait de l'argent pour acheter la paix sociale. C'était l'anesthésie monétaire. Mais en 2025, le réveil est brutal. L'inflation mondiale a forcé les taux à remonter. La France se retrouve aujourd'hui dans une situation impossible. Elle a les dépenses sociales d'un État-providence scandinave, elle a l'industrie déclinante d'un pays du Sud, et elle a la monnaie forte d'une puissance exportatrice allemande. Cette équation est mathématiquement insoluble. Dans ce documentaire, nous n'allons pas faire de politique. Nous allons faire de l'anatomie financière. Nous allons disséquer le mécanisme de l'euro pour comprendre pourquoi il fonctionne comme une camisole de force pour la France en temps d'inflation. Nous allons révéler le secret du système Target 2, ce mécanisme obscur qui maintient l'euro en vie artificiellement. Et nous allons poser la question qui fâche. La France peut-elle éviter le scénario grec, où sommes-nous condamnés à l'austérité brutale ou à l'explosion de la zone monétaire ? Voici l'histoire de la crise qui vient. Chapitre 1. Le péché originel. Une monnaie, 19 économies. Pour comprendre la crise de 2025, il faut remonter à la naissance du monstre. 1999, la création de l'euro. L'euro a été vendu aux peuples européens comme un outil de prospérité et de convergence. Avec une monnaie unique, nous serons aussi puissants que le dollar, disait-il. Mais les architectes de l'euro ont commis une erreur de conception fondamentale. Une erreur que les économistes appellent la zone monétaire non optimale. Ils ont créé une banque centrale unique, la BCE à Francfort, avec un taux d'intérêt unique pour 19 pays, aujourd'hui 20, aux économies totalement divergentes. Imaginez que vous deviez régler la climatisation pour un bâtiment entier. Au rez-de-chaussée, l'Allemagne, il fait très chaud, l'économie surchauffe, il faudrait baisser la température, monter les taux. Au dernier étage, l'Italie, la France, il fait froid, l'économie stagne, il faudrait monter le chauffage, baisser les taux. Mais vous n'avez qu'un seul thermostat. Quoi que vous fassiez, la moitié de l'immeuble souffrira. Pendant les 10 premières années, 1999-2008, l'euro a créé une illusion dangereuse. Grâce à la crédibilité de l'Allemagne, des pays comme la Grèce, l'Italie ou la France ont pu emprunter de l'argent à des taux allemands très bas. Avant l'euro, la Grèce empruntait à 18%. Avec l'euro, elle a emprunté à 3%. Qu'ont fait ces pays avec cet argent gratuit ? Ont-ils investi dans des usines, de la R&D, de l'innovation ? Non. Ils l'ont dépensé. La Grèce a augmenté les salaires des fonctionnaires. L'Espagne a construit des aéroports vides. La France a financé ses 35 heures et son modèle social. C'était l'étape 1 du piège. Le crédit facile masque la perte de compétitivité. Pendant que l'Allemagne réformait son économie, Lois Hartz, et modérait ses salaires pour devenir une machine à exporter, la France et le sud de l'Europe utilisèrent la carte de crédit européenne pour maintenir leur niveau de vie à crédit. Chapitre 2. La divergence industrielle. Pourquoi la France ne peut plus dévaluer. C'est ici que le piège se referme. Avant l'euro, quand la France devenait moins compétitive que l'Allemagne, c'est-à-dire quand ses coûts de production augmentaient trop vite, elle avait une soupape de sécurité, la dévaluation. Le gouvernement dévaluait le franc. D'un coup, les voitures Renault devenaient 20% moins chères à l'étranger. Les exportations repartaient. C'était une manière d'appauvrir les Français. Les importations coûtaient le plus cher pour sauver les usines. C'était un ajustement brutal mais efficace. Avec l'euro, cette soupape est soudée. La France ne peut plus dévaluer sa monnaie car elle ne la contrôle plus. Quand la compétitivité française s'effondre face à l'Allemagne ou la Chine, il ne reste qu'une seule option, la dévaluation interne. Au lieu de baisser la valeur de la monnaie, vous devez baisser les coûts en interne. Cela veut dire baisser les salaires, baisser les charges, couper dans les dépenses publiques. Mais en France, pays de la Révolution, touché aux acquis sociaux et politiquement explosif. Résultat, la France n'a pas fait la dévaluation interne, elle a choisi la troisième voie, la plus toxique, la fuite en avant par la dette. Pour compenser la perte de part de marché industriel, l'État a embauché massivement dans le secteur public et a subventionné l'économie pour maintenir la demande. C'est ainsi que nous sommes passés d'une dette de 60% du PIB en 2000 à 112% aujourd'hui.
La désindustrialisation de la France n'est pas une fatalité. C'est le résultat mécanique de l'impossibilité d'ajuster sa monnaie à sa réalité productive. L'euro agit comme un masque en or posé sur un visage qui vieillit. Il cache la réalité, mais il n'arrête pas le déclin. Chapitre 3. Le mur de la dette. 3 000 milliards et des taux qui montent. Nous arrivons en 2025. Le masque tombe. La stratégie française reposait sur un pari. Les taux resteront bas éternellement. Bruno Le Maire, l'ancien ministre, se vantait d'avoir sécurisé la dette à taux bas. Mais la réalité du marché obligataire est différente. La dette française a une maturité moyenne de 8 ans. Cela signifie que chaque année, l'État doit refinancer environ 15% à 20% de sa dette totale. Il doit emprunter de l'argent nouveau, à 3% ou 4%, pour rembourser les vieillesses dettes qui étaient à 0%. C'est l'effet boule de neige. La charge de la dette, les intérêts seuls, est devenue le premier budget de la nation, dépassant l'éducation nationale. Plus de 55 milliards d'euros par an, bientôt 70. Imaginez, les impôts sur le revenu de tous les Français servent uniquement à payer les intérêts aux créanciers, souvent étrangers. Et le marché commence à avoir peur. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne, le fameux spread, s'écarte. C'est le thermomètre de la peur. Plus il est haut, plus le marché dit « la France est risquée ». Les agences de notation, S&P, Moody's, ont dégradé la note de la France. Nous sommes passés du statut de cœur de l'Europe au statut inquiétant de l'homme malade de l'Europe, rejoignant le club des pays fragiles du Sud. Pourquoi est-ce critique? Parce que la France n'a pas de souveraineté monétaire. Si les marchés refusent de prêter à la France, la Banque de France ne peut pas imprimer de francs pour boucher le trou. La France doit demander la permission à la BCE, donc à l'Allemagne, pour être sauvée. Et en période d'inflation, l'Allemagne refuse que la BCE imprime de l'argent, car cela ruine les épargnants allemands. C'est l'impasse. Chapitre 4. Le dilemme de la BCE. Le choix entre la peste et le choléra. Le destin de la France ne se joue plus à Paris, mais à Francfort, dans la tour de verre de la Banque Centrale Européenne, BCE. C'est là que se trouve le véritable problème. La BCE est une institution piégée par sa propre construction. Son mandat unique, gravé dans le marbre des traités européens sous la pression de l'Allemagne, est la stabilité des prix. En clair, lutter contre l'inflation. Pour remplir ce mandat, quand l'inflation dépasse 2%, la BCE doit mécaniquement monter les taux d'intérêt et arrêter d'imprimer de l'argent. C'est la règle. Mais la réalité de la zone euro en 2025 rend cette règle inapplicable sans causer un désastre. Si la BCE applique la règle et monte les taux à 4% ou 5% pour tuer l'inflation, elle tue aussi les États surendettés. L'Italie, 145% de dette PIB, et la France, 112%, ne peuvent pas ne pas supporter des taux d'intérêt élevés. Leur budget exploserait sous le poids du service de la dette. Une hausse des taux provoquerait une vague de faillites, du chômage de masse et potentiellement un défaut de paiement souverain. C'est le scénario du choléra. La rigueur tue le patient. Si, à l'inverse, la BCE décide de sauver la France et l'Italie en maintenant les taux artificiellement bas et en continuant d'acheter leurs dettes, QE, elle viole son mandat. Elle laisse l'inflation s'installer durablement. L'euro perd de sa valeur face au dollar et au franc suisse. L'épargne des Allemands et des Néerlandais est détruite par l'inflation. C'est le scénario de la peste. Le laxisme tue la monnaie et provoque une révolte politique au nord. Jusqu'ici, Christine Lagarde et le Conseil des gouverneurs ont choisi de tricher. Ils ont inventé des acronymes complexes pour masquer la réalité. Le dernier en date est le TPI, Transmission Protection Instrument. Sous ce nom barbare se cache une arme nucléaire monétaire, le droit pour la BCE d'imprimer de l'argent pour acheter spécifiquement la dette des pays en difficulté, France, Italie, si les taux montent trop haut, tout en ne faisant rien pour les autres. C'est une subvention déguisée. C'est une union de transfert qui ne dit pas son nom. L'épargne saine du Nord est diluée pour financer la dette du Sud. Mais ce jeu de dupes touche à sa fin. La Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe surveille. Les populistes montent en Allemagne, AfD, et aux Pays-Bas. Le message est clair. Nous ne paierons plus pour les dettes des Français. Le temps du TPI est compté. Chapitre 5. Le secret de Target 2. La bombe à retardement comptable. Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi l'euro n'a pas encore explosé, vous devez regarder sous le capot. Le problème, c'est que ces déséquilibres ne sont jamais réglés. Ils s'accumulent à l'infini. Aujourd'hui, la Bundesbank détient plus de 1000 milliards d'euros de créances Target 2. Concrètement, cela signifie que l'industrie allemande a exporté pour 1000 milliards de biens réels, voitures, machines, chimie, vers le sud de l'Europe, et qu'elle n'a jamais été payée en cash. Elle a été payée en promesses de paiement de la BCE. L'Italie et l'Espagne doivent des centaines de milliards au système.
C'est le secret inavouable qui tient la zone euro ensemble par la peur. Si l'Allemagne décide de quitter l'euro demain matin pour revenir aux marques, ces 1000 milliards de créances Target 2 s'évaporent. La BCE fait faillite. L'Allemagne perd 1000 milliards d'un coup. C'est une prise d'otage financière mutuelle. Le Sud tient le Nord par la dette. Si je coule, vous perdez vos créances. Le Nord tient le Sud par la monnaie. Si vous ne faites pas de réforme, je coupe le robinet Target 2. C'est un équilibre de la terreur financière qui ne peut pas durer éternellement. Un jour, un politicien allemand dira « Mieux vaut une fin effroyable, perdre 1000 milliards, qu'un effroi sans fin ». Chapitre 6. Les scénarios de 2026-2030. Fédéralisme, inflation ou explosion? L'histoire économique ne connaît pas de statu quo éternel, surtout lorsque les déséquilibres atteignent des milliers de milliards d'euros. La situation actuelle, où la France emprunte comme un pays du Sud tout en bénéficiant de la monnaie d'un pays du Nord, est une anomalie temporaire qui touche à sa fin. D'ici 2030, sous la pression des marchés obligataires et de l'inflation, l'euro devra muter radicalement ou mourir violemment. Les économistes et les stratèges géopolitiques identifient 3 issues possibles, et chacune d'elles implique un changement de paradigme brutal pour le citoyen français. Scénario 1. Le saut fédéral, la naissance des États-Unis d'Europe. C'est le rêve ultime des élites bruxelloises, parisiennes et des fédéralistes convaincus. Face à une crise terminale où l'Italie et la France ne peuvent plus payer leurs dettes, les pays européens, le dos au mur, accepteraient de faire le grand saut vers l'intégration totale. Cela se traduirait par la création d'un trésor européen unique et l'émission massive d'eurobonds, des dettes mutualisées garanties par la puissance économique de l'Allemagne. Berlin accepterait de payer pour Paris et Rome, évitant ainsi l'effondrement de ses créances Target 2 et de ses marchés d'exportation. C'est la solution hamiltonienne, copiant la naissance du dollar fédéral américain. Cependant, le prix politique de ce sauvetage serait exorbitant. En échange de sa signature et de son argent, l'Allemagne exigerait un contrôle total et coercitif sur les budgets nationaux. Le Parlement français à Paris ne voterait plus le budget de la France. Il serait décidé, écrit et validé à Bruxelles ou Berlin selon des critères de rigueur stricts. La France deviendrait de facto une province administrative d'un super-État européen, perdant ses derniers leviers de souveraineté politique et sociale. Économiquement, cela sauve l'euro et stabilise la dette. Politiquement, c'est une bombe à retardement qui risque de provoquer des insurrections nationalistes partout en Europe, les peuples refusant ce transfert de souveraineté non consenti. Scénario 2. L'inflation financière, la japonisation du pauvre. C'est le scénario de la lâcheté politique, et donc statistiquement le plus probable à court terme. Les dirigeants refusent de choisir entre le fédéralisme et la rupture, alors ils choisissent la lente agonie. La BCE met en place une politique de répression financière systémique. Concrètement, elle maintient les taux d'intérêt artificiellement bas, disons à 2% ou 3%, alors que l'inflation réelle dans l'économie galope à 6% ou 8%. Parallèlement, via la régulation bancaire, elle force les banques et les assureurs à acheter la dette des États pour sécuriser leur bilan. Le résultat est un transfert de richesse invisible mais massif. Les épargnants sont tondus lentement, année après année. Si votre livret A ou votre assurance vie rapporte 3%, mais que les prix augmentent de 7%, vous perdez 4% de votre patrimoine réel chaque année. C'est un impôt sur l'épargne qui ne dit pas son nom. La dette de l'État est progressivement mangée par l'inflation, au détriment du pouvoir d'achat des citoyens. C'est une paupérisation lente de la classe moyenne européenne, une stagnation à la japonaise, mais avec une différence majeure. Le Japon a une cohésion sociale forte et peu de chômage, alors que la France risque l'explosion sociale dans ce scénario de déclin lent. Scénario 3. La rupture, le retour chaotique des monnaies nationales. C'est le scénario du cygne noir, celui que personne ne veut voir, mais qui devient possible si un gouvernement populiste arrive au pouvoir en Italie, en France ou en Allemagne et dit « stop ». L'Allemagne peut refuser de payer pour le Sud, ou la France peut refuser l'austérité imposée par le Nord. Un pays décide de sortir, ou est poussé vers la sortie. La panique est totale. Les banques ferment pour éviter la fuite des capitaux, bank run. Le système Target 2, avec ses déséquilibres de 1000 milliards, doit être soldé, provoquant le plus grand défaut de l'histoire. Les anciennes monnaies reviennent sur le devant de la scène. Le nouveau franc serait immédiatement attaqué par les marchés financiers mondiaux. Il perdrait probablement 20% à 30% de sa valeur face aux nouveaux marques allemands ou au dollar américain dans les semaines suivant la rupture. L'épargne des Français, qui était libellée en euros forts, serait convertie de force, l'ex-monété, en francs faibles. Le pouvoir d'achat international serait anéanti, le prix de l'essence, du gaz, des ordinateurs et de tout ce qui est importé exploserait.
Cependant, ce choc brutal redonnerait paradoxalement une bouffée d'oxygène à l'industrie française, qui redeviendrait compétitive à l'exportation grâce à une monnaie faible, retrouvant les marges de manœuvre d'avant 1999. C'est le scénario du chaos temporaire pour une potentielle renaissance souveraine à long terme. Chapitre 7. Le coïté pour vous. Pourquoi l'épargnant français est la cible. Beaucoup de Français commettent l'erreur fatale de penser que la dette publique est un problème abstrait, une ligne comptable qui ne concerne que les ministres à Bercy et les traders à Wall Street. C'est une illusion dangereuse. La réalité est que le bilan de l'État français et le bilan des ménages français sont fusionnés. En France, l'épargne privée est massivement utilisée, canalisée et réglementée pour financer la dette publique. C'est un circuit fermé, un vase communicant où l'État puise pour sa survie. Si l'État coule, il vous emmène avec lui. Regardez la structure de votre patrimoine. L'outil d'épargne préféré des Français est l'assurance vie, en particulier les fonds en euros, qui représentent près de 1400 milliards d'encours. De quoi sont composés ces fonds? Majoritairement d'obligations d'État françaises, OAT, achetées à des taux très bas. Les assureurs sont les premiers détenteurs de la dette française. Si l'État fait défaut, s'il restructure sa dette ou s'il rembourse en monnaie dévaluée, inflation, la valeur réelle de votre contrat d'assurance vie s'effondre. La solvabilité de votre assureur dépend directement de la solvabilité de l'État. Il n'y a pas de séparation. Regardez votre livret A. Vous pensez que c'est de l'argent qui dort dans un coffre? Pas du tout. L'argent est centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, CDC, pour financer le logement social et prêter aux collectivités locales. C'est, encore une fois, de la dette publique et parapublique. L'État utilise l'épargne liquide des Français pour financer ses politiques. En cas de crise de liquidité majeure, cet argent n'est pas disponible instantanément. Il est investi dans des projets à long terme et des dettes. Le garant est l'État, mais si l'État est en faillite, qui garantit le garant? Le danger le plus imminent n'est même pas la faillite, mais le blocage. L'État a lucidement préparé le terrain juridique pour le pire des scénarios. La loi Sapin II, votée discrètement en 2016, contient l'article 49 qui change tout. Il permet au Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, sur simple décision administrative, de bloquer les retraits sur les contrats d'assurance vie en cas de menace grave et caractérisée pour la situation financière. En clair, si les taux montent trop vite, que la valeur des obligations s'effondre et que les épargnants paniqués veulent sortir leur argent pour le mettre ailleurs, l'État a le droit légal de geler votre épargne. Il peut limiter les retraits, suspendre les versements et vous bloquer pendant 3 mois renouvelables. L'objectif est de sauver les bilans des assureurs et d'éviter que l'État ne se retrouve sans acheteur pour sa dette. Vous ne pourrez plus toucher à votre argent, précisément au moment où vous en aurez le plus besoin, pendant qu'il se fera dévorer par l'inflation à 2 chiffres. Le danger pour le Français moyen n'est donc pas seulement la hausse du prix des pâtes ou de l'essence, c'est la confiscation douce, légale et progressive de son patrimoine financier pour combler le trou béant de 3 000 milliards d'euros. La facture de 30 années de déficit sera présentée. Elle ne sera pas payée par les politiciens qui ont créé la dette. Elle sera payée par les citoyens, sous la forme d'impôts confiscatoires, d'une inflation dévastatrice ou d'un blocage des comptes. Vous êtes la contrepartie de la dette. Conclusion. Sortez du piège avant qu'il ne se referme. L'euro était une belle idée politique, un rêve de paix né sur les cendres de la guerre. Mais économiquement, c'est une construction bancale, une chimère qui a tenté de fusionner des économies incompatibles sous un taux unique. Cette construction ne survit aujourd'hui qu'au prix d'une fuite en avant dans la dette exponentielle et l'impression monétaire. Aujourd'hui, la France, jadis moteur de l'Europe, est devenue le maillon faible de cette chaîne. Elle est trop grosse pour être sauvée par l'Allemagne comme la Grèce l'a été, mais elle est trop endettée pour se sauver toute seule sans l'aide de la BCE. La question pour vous n'est pas d'être idéologiquement pour ou contre l'Europe. Ce débat est stérile face à l'urgence de la situation. La question est purement pragmatique et patrimoniale. Comment protéger le fruit de votre travail, l'avenir de vos enfants, face à une mécanique mathématique implacable qui va, d'une manière ou d'une autre, broyer l'épargne pour sauver le système? Si vous gardez 100% de votre richesse en actifs financiers européens, compte courant, assurance vie fonds l'euro, obligations d'État, immobilier illiquide, vous faites un pari all-in sur la survie du système actuel sans dégâts majeurs. C'est un pari d'une témérité extrême au vu des chiffres. La prudence la plus élémentaire, celle du bon père de famille, dicte aujourd'hui de diversifier radicalement. Il faut sortir du risque France et du risque euro. Premièrement, diversifier les devises. Ne gardez pas tout en euros. Ayez d'une exposition au dollar, qui reste la réserve mondiale malgré ses défauts, au franc suisse, le refuge historique de l'Europe, et surtout à l'or physique, la seule devise qui n'est de la dette de personne et qui a survécu à toutes les faillites d'État. Deuxièmement,
Diversifiez les juridictions. Si vous en avez la possibilité, ne gardez pas tout votre patrimoine dans le système bancaire français, qui est directement soumis à la loi Sapin 2 et aux futurs impôts de crise. Avoir un compte à l'étranger, légalement déclaré, est une assurance contre le risque de blocage national. Troisièmement, privilégiez les actifs réels et productifs. L'immobilier, en faisant attention aux taux d'intérêt, les terres agricoles et les actions d'entreprises internationales solides. Cherchez des entreprises qui font leur profit dans le monde entier. Luxe, énergie, technologie, US. Elles vous protègent contre la dévaluation de l'euro car leurs revenus sont en devise mondiale. L'inflation mondiale est une marée qui monte inexorablement. Les digues de l'euro sont fissurées de toutes parts par les divergences économiques. La France, avec ses déficits jumeaux et sa paralysie politique, est en première ligne face à la vague qui arrive. Ne comptez pas sur l'État pour vous prévenir au journal de 20 heures. L'histoire montre que les gouvernements rassurent jusqu'à la dernière minute pour éviter la panique. Quand la crise sera officielle, les guichets seront déjà fermés et les capitaux contrôlés. Anticipez. Préparez-vous maintenant. L'histoire monétaire ne pardonne pas aux imprudents, mais elle récompense ceux qui ont le courage de voir la réalité en face.